Bienvenue sur Radio Quicangrogne, 101 MHz dans l'Allier et partout en France et même ailleurs sur le web. Tous les derniers vendredis du mois, retrouvez-nous pour le magazine Jean-Louis Murat en collaboration avec le groupe Jean-Louis Murat l'Histoire continue et Christine, la réalisatrice de cette émission. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour notre magazine Jean-Louis Murat. Ce mois-ci, un invité de marque, comme beaucoup depuis quelque temps. Un écrivain, journaliste, producteur radio, sur France Culture notamment, on se souvient de cette très belle émission en octobre dernier, Excusez du peu. Et oui, écrivain, car il a fait paraître un livre en 2023, quelque temps après la disparition de Jean-Louis Murat, qui s'intitule Foule romaine. Le Moujik et sa femme, nous en écoutons un extrait sous ma voix, un album qui l'a marqué, et surtout une chanson en particulier qui l'a marqué. Aujourd'hui, il va nous parler de Jean-Louis Murat, et il va nous parler aussi de son livre, donc Foule romaine, un livre que j'ai avalé. Le mot est faible, c'est un livre que l'on lit en quelques heures, puisque c'est un petit livre. Ce n'est pas un roman, et ce n'est encore moins une biographie ou une autobiographie. Non, c'est un essai littéraire, musical. Et nous allons en parler. Alors je voudrais vous dire que si vous n'avez pas lu encore ce petit livre consacré à Jean-Louis Murat, alors jetez-vous dessus, parce que vous pourrez découvrir des choses que vous ignorez et surtout ce livre remet des pendules à l'heure. Pourquoi Jean-Louis Murat se mettait-il en colère? Pourquoi aimait-il l'histoire à ce point? Enfin, un livre attachant et vraiment très très important. C'est un livre en 5 clés. Oui, il y a des clés dans ce livre. On peut dire des clés car ça nous fait découvrir un personnage qu'on ignorait tout simplement à travers une chanson. C'est très original. Dans ce livre, c'est une écriture intense. Tout va très vite, un peu comme la carrière de Jean-Louis Murat, un album par an. Mais pourquoi plusieurs thèmes? D'abord, il est attaché à sa terre. Tout le monde le sait, sa terre auvergnate, sa terre volcanique, il en parle beaucoup. Mais il a mêlé avec sa poésie à lui, sa poésie qui fait des recherches, sa poésie qui aimait l'histoire. Il l'a toujours dit d'ailleurs. Et c'est ce que l'on retrouve dans ce livre. La deuxième clé de ce livre, c'est le rapport entre le temps et l'histoire. Le titre Foule romaine fait référence à cette dimension historique et presque archéologique de son œuvre. L'auteur analyse comment Jean-Louis Murat convoquait à la fois les fantômes du passé, les figures historiques et également les paysages révolus pour nourrir en quelque sorte sa mélancolie et sa critique du présent. La troisième partie, ou la troisième clé, comme vous préférez, c'est l'art de la contradiction. L'auteur souligne le paradoxe permanent de Jean-Louis Murat. Dans cette troisième partie, il est question des sorties de Jean-Louis Murat. Je parle des sorties d'albums. L'auteur nous rappelle qu'il écrivait tous les jours, tous les matins, il s'activait. Et c'était pas du petit boulot, c'était vraiment laborieux pour lui. Il tenait à ce que chaque année sorte un album, contrairement à ces stars très feignantes qui préfèrent se dorer au soleil. D'ailleurs, dans ce chapitre, il est question des provocations de Jean-Louis Murat. L'auteur dit que finalement, toutes ces provocations dans la presse ou à la télévision, voire à la radio, étaient tout simplement pudiques pour protéger l'industrie musicale. La quatrième clé de ce livre est une clé très importante, c'est une des principales. En effet, elle s'adresse à celles et ceux qui prétendent qu'on ne comprend pas les textes de Jean-Louis, on ne peut pas s'intéresser, il raconte n'importe quoi. C'est vrai que beaucoup de chanteurs prétendent que le rock ne peut pas être chanté en français, ni le rock, ni le blues.
Et pourtant, Jean-Louis a réussi les deux. C'est-à-dire qu'il a aussi bien chanté du rock et du blues en français sur de la musique américaine. Et ça sonne très 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 bien. Il y revient longuement dans cette 4e clé pour essayer de convaincre l'auditoire qui ne veut pas essayer par fainéantise ou tout simplement par conviction les chansons de Jean-Louis. La 5e clé, ça serait la portée du livre. Oui, parce que c'est un livre très important. Un livre que moi j'ai adoré parce que d'abord j'ai appris certaines choses sur Jean-Louis, bien sûr. Et puis vous, chers auditeurs, vous pouvez apprendre à mieux écouter les chansons de Jean-Louis Murat. Ne jugez pas sans écouter, parce que ce sont des textes vraiment très forts. L'auteur, en écrivant ce livre, n'a pas voulu tomber dans le pathos. Il n'a pas voulu se larmoyer de la disparition de Jean-Louis, car il l'a écrit tout de suite après la disparition de Jean-Louis, ce 25 mai 2023. Non, c'est un livre positif. C'est un livre pour que vous, auditeurs, qui n'avez pas franchi le pas, qui n'avez pas essayé d'écouter les textes de Jean-Louis, eh bien, que vous puissiez le faire. N'hésitez pas, ce n'est pas compliqué, vous le constaterez. C'est un très beau livre, donc je vous recommande. Laissez-vous conduire par cette lecture très fluide, très facile, et ensuite, vous pourrez juger en écoutant les chansons de Jean-Louis Murat. Pour en parler, je reçois donc Antoine Couder. Antoine, bonjour. Bonjour Michel. Heureux de vous accueillir dans notre magazine sur Radio Quican-Grogne. C'est un plaisir parce que autant ouvrir tout de suite pour les... Je ne vais pas dire les fans parce que c'est un mot que je n'aime pas. C'est parce que fan, ça veut dire fanatique. Alors il y a des fanatiques de Johnny Hallyday, il y a des fanatiques de Claude François. Mais là, pour moi, c'est les inconditionnels, parce qu'ils savent écouter autre chose aussi. Donc, pour les inconditionnels, Antoine, vous êtes quelqu'un de très connu, parce que, de par le livre, bien sûr, dont on va parler tout à l'heure, alors tous les inconditionnels l'ont lu, ça j'en suis certain, mais à la radio, beaucoup n'ont pas encore lu ce livre. Donc on va en parler, c'est un lien tellement proche de Jean-Louis que, de toute façon, même pour les auditeurs qui l'ont lu, ce n'est pas grave. Alors je voudrais, avant toute chose, cher Antoine, que l'on parle un peu de votre parcours. Et donc, on va parler de vous, puisque vous êtes à la fois journaliste, collaborateur avec pas mal de radios, toutes les radios culturelles, on va dire, il y en a, et puis plein d'autres choses. Parlez-nous un peu de vous. Alors, de mon parcours... Professionnel, bien sûr. Oui, professionnel, bien sûr. Bon. Déjà, je suis ravi d'être là et puis de pouvoir parler de Jean-Louis et d'essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice. Mon parcours, en fait, est un parcours, en effet, au départ de journaliste, c'est-à-dire je fais beaucoup de reportages dans le milieu des entreprises, des luttes sociales, mais aussi des ressources humaines, et j'ai un peu suivi, je dirais, ce qui se passait dans le monde des entreprises françaises des années 90-2000. Et c'était intéressant de voir des gens se battre, des gens être face au changement. Ça a donné des rencontres et des portraits très intéressants. Et j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect dans une première partie de carrière. Et puis ensuite, je me suis dirigé là où j'ai toujours voulu travailler, c'est-à-dire dans le secteur culturel et dans la presse culturelle. Donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles, et puis à faire des chroniques de livres, et à travailler, je dirais, sur tout l'aspect musical, c'est-à-dire que je suis devenu un journaliste musical un peu sur le tard, dans les années, je dirais dans les années 2005 à peu près, à un moment encore où là, il y avait beaucoup de changements technologiques qui impactaient la création, beaucoup de nouvelles scènes, etc. Et c'est par ce biais-là, si vous voulez, que je suis rentré dans
dans la chronique de mon temps, la chronique musicale de mon temps. Et voilà, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans Hexagone, hein, notamment oui, magazine beaucoup. Hexagone, hein, consacré à la musique. Alors moi j'étais plutôt, j'ai travaillé dans différents magazines, je pourrais les citer, mais ils sont tellement vieux maintenant, je sais pas. Mais peut-être que les gens se souviennent de TGV Magazine, quand ils prenaient le TGV, qui était un très beau magazine culturel. Et là il y avait beaucoup de choses sur la musique, et j'ai pas mal donné là-dedans notamment. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler à la radio ensuite, à partir des années 2015, dans une sphère beaucoup plus créative, c'est-à-dire que j'ai écrit une série, j'ai commencé à écrire des livres personnels autour de la musique et de réaliser des documentaires de création. Et donc, si vous voulez, tous... Et le voyage, hein, parce que alors, les voyages introspectifs, vous les aimez, hein? Oui, le voyage, c'est-à-dire à travers, je dirais, la mémoire, l'histoire, à travers le témoignage des générations aussi, et qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui disparaît, quelles sont les traces du passé. Je suis passionné par tout ça, en fait. Hein. Qu'est-ce que dans une œuvre d'art moderne, il y a d'ancien? Et je pense que c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressé chez Jean-Louis Murat, parce que je pense que c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser des ressources d'un monde imaginaire ou d'un monde ancien et de le refabriquer, mais comme un alchimiste, hein, pas du tout comme un préparateur de pharmacie. Il ne reproduit pas des molécules, mais il produit une nouvelle substance. Et ça m'a particulièrement passionné. Et j'ai mis longtemps à comprendre en fait que c'était pour moi en tout cas, une de ses originalités, c'est-à-dire cette capacité à, on va le dire rapidement, faire du rock en français, qui a toujours été un énorme problème. Oui, forcément. Voilà, ça a toujours été un énorme problème parce que la langue, parce que la culture, parce que le poids de la poésie et de la chanson à texte. Et lui, il a transmuté. Il a vraiment transmuté. Alors, il n'est pas le seul, mais je pense que c'est lui qui l'a fait le mieux. Sur le plan littéraire, je crois que c'est le seul, moi, je dirais. Hein. En tous les cas, côté baudelairien, etc., c'est quelqu'un de fort. Il a lié d'ailleurs aussi bien le physique avec l'émotion intérieure. Bien sûr. Ouais, oui, tout à fait. C'est vraiment une qualité riche, et musicalement aussi. Hein. On parle très peu de sa musique, mais elle est vraiment très très riche et très dure à jouer. Ça, je peux le confirmer. Voilà. Ouais. Parce que bien sûr, oui, je parle de manière générale, mais évidemment, quand je parle de transmutation, je parle évidemment d'une transmutation dans le cadre d'une chanson. Et parce que c'est son terrain, c'est son théâtre des opérations, la chanson. Hein, alors on sait qu'il peignait, qu'il faisait des photos, qu'il écrivait, qu'il a commencé des livres, etc. Mais le format chanson, la matrice chanson, est vraiment son terrain où il a pu exercer au mieux son magistère d'alchimiste. Alors, comment vous l'avez découvert, Jean-Louis ? Alors, moi, j'ai découvert Jean-Louis Murat un peu... j'ai eu 2 rencontres avec Jean-Louis Murat. Ma première rencontre, elle date des années 78, parce que je vivais à l'époque en Auvergne et je connaissais le bassiste de Clara. Enfin, je connaissais sa famille, plutôt. Et Jean-Louis, donc, comme on le sait, faisait partie de ce groupe. Donc, j'ai suivi de loin, mais j'étais très très jeune. Hein, j'avais pas la possibilité d'aller au concert, etc. Mais je savais qu'il se passait quelque chose autour de ce groupe, donc ça a été ma première rencontre. Et puis ma vraie rencontre, c'est bien sûr un peu comme la majorité des gens, hein, la découverte de son album Cheyenne Automne. Ouais. Donc à la fin des années 80, et toutes ces années 90 où là, voilà, j'ai été contaminé assez vite. Alors,
vous l'avez tellement aimé que vous avez voulu écrire un livre. Et c'est un livre tout à fait particulier. Ce que j'aime beaucoup avec... il y a quelques livres sur Jean-Louis qui sont sortis, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'originalité des bouquins qui sont sortis. En tous les cas, que ce soit celui de Yann ou celui de Zoubida, et également le vôtre. Parce que c'est pas alors bêtement un livre où on va aller chercher des choses là, sur sa vie privée, sur comment il a... pourquoi il a engagé tel musicien, etc. C'est un livre qui parle du contenu plutôt que du contenant. Alors, en tous les cas, le vôtre, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et à travers une chanson, Foule romaine, d'où le titre, bien sûr, Jean-Louis Murat, Foule romaine, paru aux éditions Le Boulon, je le rappelle, et vous pouvez encore le trouver, hein, c'est un livre qui a 2 ans maintenant à peu près. Hein, ça oui, bien sûr, il est en vente. Il est en vente partout, dans toutes les bonnes pharmacies, donc n'hésitez pas. Puis, alors c'est un livre vraiment qui traite de cette chanson en particulier, Foule romaine. Que de comme l'autre Mardi Gras, j'allais faire un tour en cabine, j'allais faire un tour dans le petit bois, tâter l'âme sœur qu'on devine. Dans la foule romaine, il y a foule à Rome. Dans la foule romaine, il y a foule la bête humaine. Me reconnais-tu quand même? Alors le lion, qu'en as-tu pensé? Ah, on aurait tort de se gêner. Dans la foule romaine, il y a foule à Rome. Dans la foule romaine, il y a foule à Rome. Tes baisers mamie, tes gestes de reine, tes orgasmes doux comme on aime, destin d'animaux et des iridèmes. Basta, on s'en fout, on s'entraîne. Dans la foule romaine, il y a foule à Rome. Dans la foule romaine, il y a foule à Rome. Dans le foule romaine.
recevons sur Radio Quicangrogne aujourd'hui, dans le cadre de notre magazine Jean-Louis Murat, Antoine Couder qui nous parle de sa rencontre virtuelle à travers en tous les cas les chansons et puis surtout les écrits. Une rencontre qui lui a permis d'écrire un très beau bouquin que je vous recommande, je le dis depuis le début. Et justement, nous allons en parler un petit peu. Et la première question qui me vient, Antoine, d'où vous est venue cette envie ou cette idée, je ne sais pas, d'écrire un livre autour d'une seule chanson? Oui. Mais déjà, il faut un éditeur qui a eu la bonne idée de créer une collection sur des chansons, sur des singles en fait. Hein. Et c'est bien ça, puisque mon livre Full Romaine est paru dans une collection que l'on appelle 7 inches, c'est-à-dire donc ce format de single en fait, hein, qui était vendu. Alors aujourd'hui c'est moins le cas, quoique on pourrait en reparler quoi, mais voilà, sur le format d'une chanson et de l'effet que ça fait de découvrir un morceau. Donc c'était très 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 important dans les années 50, 40, 70, 80. Ça l'a été moins après, puisque le single a été un peu, je dirais, vampirisé par les DJ qui en ont fait une matière de travail. Hein. Les maxi 45 tours, c'était pour les DJ. Et puis, ça a un peu disparu. Et à l'époque où sort Full Romaine, je dirais que le 45 tours n'a pas grand sens. Hein. Mais bon, on s'est dit que c'était pas grave, on pouvait quand même parler d'une chanson unique. Et moi, j'avais choisi Full Romaine parce que c'est le morceau le plus écouté de Jean-Louis Murat sur les réseaux musicaux, sur les plateformes musicales. Bon, parce que j'aimais cette chanson, bien sûr. J'en aime plein d'autres. Mais l'idée, c'était de dire, bon, puisque c'est un des aspects de la carrière de Jean-Louis Murat, de savoir pourquoi Jean-Louis Murat n'a pas plus de reconnaissance qu'il n'en a aujourd'hui, alors que c'est un des plus grands auteurs-compositeurs français. Donc je voulais partir de son morceau le plus connu, je voulais m'appuyer sur ce morceau le plus connu pour commencer à parler de lui. Voilà. Donc ça m'est venu comme ça. Au début, j'étais parti sur le Train Bleu, parce que le Train Bleu, c'était une expérience personnelle. J'avais vécu très intensément cette chanson, je la trouvais vraiment très belle, à la fois exaltante et joyeuse, très juvénile aussi, plus adolescente. Dans Full Romaine, il y a plus de maturité, hein, on est en 2001, hein, Jean-Louis est beaucoup plus âgé. Pardon. Mais finalement, c'est toujours aussi cette recherche de bonheur qu'il y a dans Full Romaine. Je m'en suis pas tout de suite rendu compte, hein, mais il y a beaucoup de positivité dans cette chanson. Et puis moi-même, ma grand-mère est de Bergame et pas de Rome, mais enfin bon, elle est italienne. Et il y a quand même des petites proximités aussi à ce niveau-là entre Jean-Louis et moi. Est-ce qu'on ne peut pas considérer... Alors, moi, ce livre, je l'ai dit en entrée, c'est un livre... Pour moi, c'est ni un roman, ni une biographie, c'est un essai littéraire musical. Oui. Hein, je le ressens comme ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà, on ne peut pas le considérer comme un livre autobiographique. Si, on peut aussi parler un peu d'autobiographie, parce que vous parlez quand même de vous, hein, dans ce livre. Oui, bien sûr. Alors, justement, en fait, si vous voulez, bon, moi je sortais d'une biographie de Jacques Higelin. Oui. C'était mon livre, enfin c'était mon document. Enfin, j'ai écrit un roman entre-temps, mais voilà. J'avais fait un travail un petit peu sérieux, historiographique, etc., pour raconter une histoire fluide pour un public large, mais en m'appuyant vraiment sur quantité de témoignages recoupés, etc. Et dans le journalisme et dans le journalisme musical, c'est très important. C'est une famille qui est musclée, qui est solide et qui est très importante pour nous tous, qui est des gens qui prennent le temps d'aller lire et relire, d'aller interviewer, d'aller recouper les informations, et qui font des livres pas forcément parfois austères sur la forme, mais qui nous donnent au moins des éléments objectifs d'analyse et puis de compréhension. Et moi, je respecte tout à fait les gens qui travaillent comme ça. C'est pas la direction que j'ai choisie aujourd'hui. J'ai choisi une autre direction qui est plus
je dirais un journalisme gonzo, comme on disait dans les années 80-90, c'est-à-dire un journalisme d'immersion. C'est-à-dire que pour moi, Jean-Louis Murat, c'est comme Marilyn Monroe, si vous voulez. C'est quelqu'un que je ne connais pas autrement que dans la mémoire collective, que dans son œuvre. Et j'en raconte ce qu'il me donne, ce qu'il me fait ressentir du monde. Et j'essaye de créer ainsi, je dirais, un récit. Donc c'est une autre manière de parler de musique. Alors je suis pas le seul à le faire. C'est une autre école. Alors parfois ça embête les gens de se dire oui bon bah il nous raconte sa vie, nous on veut des informations sur notre chanteur etc. Et je le comprends parfaitement. Mais voilà, moi j'ai choisi d'utiliser la mémoire collective pour pouvoir m'y insérer dedans et vice versa et raconter une histoire. Dignement universel. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, où j'essaye d'explorer plusieurs choses. Alors évidemment le succès, mais aussi la masculinité, mais aussi la chanson française des années 70, mais aussi le renoncement, l'amour, etc. Voilà, donc ce sont des sujets qui me semblent suffisamment intéressant pour tous, pour mériter d'être traité d'une plume subjective. Voilà, donc c'est en effet la vocation de ce livre, de ce petit livre, que d'installer Jean-Louis Murat comme sur un plan mythologique, je dirais. Enfin, ça a l'air un peu prétentieux ce que je dis, mais voilà, d'abord le mythe, et face au mythe, qu'est-ce qu'on raconte? Voilà, c'est un peu ça. Alors, bien sûr, j'ai pris soin quand même de me documenter j'ai fait une douzaine d'interviews, j'ai parlé à qui voulait bien me parler à l'époque, et pour ne pas non plus, pour avoir un cadre quand même, je dirais, d'expression de tout ça, ne pas être complètement hors sol, quoi. Mais j'ai essayé de m'en détacher pour au maximum raconter ce qui se passe dans l'élan, quoi, dans l'élan de sa musique qui s'incarne notamment dans Full Roman. Du soir qui monte au cœur et qui revient, c'est la même histoire sur son humide parchemin. Evelyne, l'amour descend, l'amour est bien comme on le dit, très belle façon, vague souvenir de mélodie. Oh, le corps s'éprend, les corps se prennent finalement. Oh, mon lit d'amour. Oui, l'amour descend, je vois son plus simple appareil. Oh, mon lit d'amour. Quel est ce léger tremblement? Baignade à Cabourg, jumelles s'écroulent soudainement. Evelyne, voilà l'incendie, voilà le milieu du chemin. Je connais l'envie, mais l'animal je retiens. Oui, la mort descend, la mort est bien comme on le dit. Oh, mon lit d'amour. Oui, la mort descend, je vois son plus simple appareil. Oh, mon lit
même eu un passage qui vous a donné envie d'écrire un livre autour de cette chanson, une phrase, quelque chose. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic, quoi, pour dire je vais parler de cette chanson? Ouais. Alors oui, c'est intéressant. Je dirais, c'est vraiment le début de la chanson, tout début. Hein, j'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter de l'âme sœur, je crois, si je me trompe pas. Là, j'ai un petit trou, mais enfin, c'est vraiment le premier vers. Est-ce qu'on peut se le redire, parce que je l'ai pas. Vous l'avez pas sous les yeux là, pour Michel, le texte? Non, je l'ai pas sous les yeux, non. Donc tout de suite, si vous voulez, je dirais la première strophe, hein, au lac de Caume. Pour moi, c'est tout de suite ma grand-mère, mon enfance, l'Italie. J'allais faire un tour en cabine, oui, pourquoi pas. J'allais faire un tour dans le petit bois, tâter l'âme sœur qu'on devine. Là, ça y est, je suis parti là, parce que faire un tour dans le petit bois, c'est vraiment, moi qui ai grandi, je dirais, dans un milieu plutôt campagnard, enfin, de bord de petite ville, je dirais. À 14 ans, à 13 ans, nos rencontres avec les jeunes filles, moi c'était les jeunes filles, ça se passe en effet dans des petites clairières, dans des petits bois, et je crois que c'était aussi le cas de Jean-Louis Bergeau, qui a dû rencontrer ses premiers amours, qui a dû avoir ses premiers émois, je dirais dans des panoramas de ce type-là, puisque c'était en Auvergne, j'étais moi-même en Auvergne, pas tout à fait dans le même coin, hein, moi j'étais du côté de Volvic, et tâter l'âme sœur qu'on devine. Alors bon, je sais pas si j'allais vraiment tâter, j'étais un petit peu jeune, mais en revanche, je pouvais bien deviner l'âme sœur, ça c'est sûr. En tout cas, c'est elle que je cherchais. Donc j'étais tout de suite, si vous voulez, dans cette ambiance d'adolescence, et puis je trouve que la musique est très apaisante, hein, derrière. Ah oui. Il y a quelque chose de très rassurant. En fait, ce que Jean-Louis va raconter là, c'est qu'il n'y a pas de problème, hein, c'est que l'amour, ça va être super. Ça va vraiment être super. Il n'y a pas de lézard. Donc, et je pense que c'est la musique qui le raconte doucement. Et les mots vont donner un peu plus de saillant, je dirais, hein, de détails à ce qui se passe dans une rencontre amoureuse. Voilà. Et je dirais que c'est ça qui m'a le plus intéressé, c'est-à-dire la découverte de l'amour charnel. Je pense que c'est ce qui se passe dans Foule romaine. Vous êtes bien sur Radio Quiquengrogne. Ne changez rien, on est ensemble jusqu'à 15h pour le magazine Jean-Louis Murat, comme tous les derniers vendredis du mois. Notre invité aujourd'hui, Antoine Couder, avec qui nous parlons de son livre que je vous recommande, Foule romaine, et nous en profitons pour écouter des extraits de l'album Le Moujik et sa femme. On voudrait voir d'en haut, on voudrait partir sur le chemin, voir le monde d'en haut, laisser sa rumeur dans le lointain, quitter lunettes et chapeau, quitter tout, quitter l'âme et voyager. On voudrait voir d'en haut que poussent des airs pour un rien, se réveiller nouveau, s'apercevoir flou dans le lointain, quitter claquettes et banjo, quitter tout, quitter l'âme et voyager. On voudrait tous un alcool vers le 15 août pour espionner, pour voir d'où ça vient,
et où ça veut aller. Quitter lanterne et briquet, quitter tout, quitter l'âme et voyager. On voudrait tous un cheval, un bon cheval pour se distancer, se voir enfin dans la glace, savoir une fois pour toutes qui l'on est, quitter Pigalle et Loulou, quitter tout, quitter l'âme et voyager. Il y a des noms qui reviennent dans votre livre. Il y en a un en particulier, il y revient plusieurs fois, c'est Alain Souchon. Oui. Alain Souchon Alors, revient beaucoup. Ouais, alors je sais que Pascal Clark était presque gêné de m'entendre faire cette comparaison. Alors évidemment que ce sont pas des gens. Moi, je les considère comme des frères ennemis. Hein, mais dans frères ennemis, il y a frères. Hein. Donc bien sûr qu'il y a ce rapport entre foule sentimentale et foule romaine. Bien sûr, il y a ce mauvais caractère. Cette manière de toujours jamais content, hein, jamais content. Bien sûr, jamais content, qui est un titre de Alain Souchon. Il y a l'enfance, bien sûr, toujours. Hein, j'ai 10 ans et chez Jean-Louis, c'est très important aussi ce sentiment d'enfance. Et puis surtout, ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est que voilà, cette sensibilité, cette inflexion du sensible masculin que Jean-Louis pose plus qu'il n'impose sur le devant de la scène. Après Cheyenne Automne, enfin à partir de Cheyenne Automne, mais un peu après quand même, juste après, elle est déjà chez Souchon, c'est-à-dire cette capacité à être un garçon, un homme, hein, hétérosexuel, sans être un bodybuilder, un Johnny Hallyday, si vous voulez. Et je pense que cette vulnérabilité masculine-là, ils l'ont en commun. Ils l'ont en commun, et ça fait partie de l'histoire de la chanson française. C'est à cet endroit-là que je les relirai. Voilà. Après, j'ai entendu Alain Souchon parler de Jean-Louis Murat avec beaucoup d'affection. Hein. Oui, mais il y a aussi la nostalgie qui les rassemble. Il y a la nostalgie, puis il y a l'amour déçu, il y a l'amour qui tourne mal, hein, c'est quand même beaucoup ça. Hein. Toto, 30 ans, rien que du malheur. Jean-Louis Murat, il pourrait s'y retrouver. Hein. Lui, c'est plutôt Toto, 50 ans, rien que du malheur, mais il y a quand même beaucoup tout ça, de cette... ça se passe pas, ce spleen, cette espèce de tristesse, de ce manteau de pluie. Hein, le manteau de pluie de Jean-Louis, il va très bien à Alain Souchon. Alors, la nostalgie, oui, elle est présente tout au long de ce livre. Vous en parlez bien. Mais il y a un regret chez vous. Alors, je crois qu'on a le même. Vous ne l'avez pas interviewé. Oui, tout à fait. Tout à fait, je ne l'ai pas interviewé. C'est mon grand regret aussi. Je me suis retrouvé là. Oui, vous n'avez pas pu l'interviewer, oui. Alors moi... je dois vous dire que je suis content de ne pas l'avoir interviewé, parce que je pense que ce serait pas très bien passé. Donc, expliquez-nous ça un peu là. Ouais. Alors moi, mes meilleures conditions, enfin si on convoque Jean-Louis tout à l'heure, j'aurais voulu qu'il regarde un petit peu ce que j'ai produit sur lui avant de pouvoir l'interviewer, je pense. Mais débarquer là-bas à Douarès ou dans ces rallyes d'interviews à Paris pour la promotion des albums, j'aurais pas eu envie de le faire, non. Franchement. Il vous faisait peur, peut-être? Non, il faisait pas peur, mais non. Jean-Louis me fait pas peur. Mais je pense pas qu'il se serait passé grand-chose de très intéressant. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, je vis avec un Jean-Louis imaginaire, mais qui est bien réel, hein, c'est le Jean-Louis le connu du plus grand nombre, en fait.
Et je suis pas. Alors je dis je suis heureux de ne pas l'avoir rencontré. J'exagère, mais je veux dire, ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir rencontré. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai pas de regret de ne pas l'avoir rencontré. Comme j'ai le regret de ne pas avoir rencontré, je ne sais pas qui est décédé, que je n'ai pas pu croiser. Ça me vient, si ça me vient, je vous le dirai. Non, j'ai pas ce. Enfin, comment dire je suis pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être Alain Bachung, vous voyez, avec qui oui. C'est plus facile pour moi. Ça serait peut-être plus facile de. Alors peut-être que ça cache des difficultés relationnelles, etc. Que oui, peut-être que ça, inconsciemment, je serais inquiet, que ça se passe mal, etc. Que je suis peut-être trop dans une posture de fan, ou je ne sais pas. Enfin bon, mais bon, voilà, ça ne me manque pas. Voilà, le vrai Jean-Louis. Oui, voilà, c'est pas un manque. Non, c'est pas un manque. C'est pas un ratage, on va dire. Non. Voilà, c'est ça. Un ratage. Vous avez voulu en parler sans l'avoir rencontré. C'est très bien comme ça, finalement. Ouais. Alors, moi, je voudrais 3 petites questions à propos justement de cette chanson Foule romaine. Oui. La première, si Foule romaine était une image, que serait-elle ? Qu'est-ce qu'elle serait ? Ce serait laquelle ? Ah bah pour moi c'est une image du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est la peinture catholique. C'est la confrontation de nus féminins avec des chasseurs tapis derrière des buissons. C'est la sidération du premier regard. C'est Pascal Quignard. Ce sont des choses comme ça, si vous voulez. Pour moi, c'était de la peinture catholique, pour moi, Foule romaine. Et un lieu, alors si c'était Ah bah le lieu, il est... il est dans le titre. Il est là. Donc Foule romaine, c'est carnavalesque, vous savez, ça raconte aussi... Enfin, ça met en scène, je dirais, un jour de carnaval. Et comme vous savez que le jour de carnaval, c'est un jour d'inversion des valeurs de la société, c'est le moment où le laid devient beau, où le faible devient puissant, où le trouble et le sexe que l'on cache devient omniprésent. Donc c'est un moment de désordre social, le carnaval. Et c'est ça que décrit cette chanson, c'est-à-dire dans cette liesse, dans ce on s'en fout, on s'entraîne, tout est permis, en fait. Dans ce tout est permis, de contexte, puisque tout le monde fait. En gros, vous savez, c'est encore cette adolescence, c'est-à-dire vous êtes dans une fête de village, vous êtes très jeune, et puis tout le monde se laisse aller, et donc, je dirais, le contrôle social baisse. Et à ce moment-là, les plus faibles ou les plus jeunes ont la possibilité d'expérimenter des choses qu'ils n'ont pas pu expérimenter. On leur fout la paix un peu. Et je crois que c'est un peu ça la morale de Foule romaine, c'est foutez-nous la paix, quoi. Alors si Foule romaine n'était qu'un sentiment, ce serait lequel ? Je dirais que c'est un sentiment c'est le un sentiment. C'est un sentiment d'exultation. Ça monte, la sève est en train de monter là. Ça monte. Ça monte, ouais. Ça monte parce que l'objet se précise. Parce que, si vous voulez, l'œil a vu son objet, s'est canalisé et commence à travailler et à se figer autour de l'objet de son désir. Et le volcan entre en éveil. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Couder pour son livre Foule romaine. Et justement, nous en parlons depuis le début de ce magazine. Foule romaine, c'est un livre que je vous recommande. Mais souvent, on a besoin d'en savoir un peu plus. Et la meilleure manière d'en savoir un petit peu plus et de mieux comprendre la qualité du livre, c'est d'en écouter un extrait. Alors, Antoine va s'installer confortablement à ce micro
le livre sur la table et il va nous en lire un extrait. Et vous allez comprendre, chers auditeurs, dans quel monde vous êtes. C'est un livre vraiment de qualité qu'il faut avoir dans sa bibliothèque si on aime la musique et si on a envie de découvrir Jean-Louis Murat. Antoine Couder sur Radio Quicangrogne, voici un extrait de Foule romaine. Comme toi, moujik je suis, petit moujik qui n'a jamais vu de sucre, comme dit l'expression consacrée. Moujik, c'est-à-dire petit homme, homonculus, paysan sans terre, esclave en semi-liberté, pris dans le piège de la dette et des passions tristes, englué volontaire dans ce monde terrible qui réduit chaque jour la possibilité de concrétiser ses rêves et ses pensées. Je suis encore plus Murat que toi, dans ce merde du train bleu, dans ces échanges orageux que tu perçois de loin, avec celle que j'appelle ma toute belle, brûle-moi, celle avec qui dorénavant la distance s'impose, avec qui le nous s'est dispersé. Ce fameux nous qu'examine avec circonspection la poétesse Geneviève Hutin. Ce nous qui fléchit, ce nous qui tombe, qui se reprend, ce nous qui blesse et nous jette ici. Toi, bien sûr, tu comprends tout ça, mais comme tu es bien trop délicat pour en rajouter, tu reviens à tes histoires, ces chansons du moujik qui dormait tranquillement alors que tout s'écroulait là-bas à New York, où tu pensais revenir et ancrer ton rêve américain. Tu es allongé sur un canapé, tenant entre tes mains une très belle édition du Crépuscule des idoles. Et tu proclames haut et fort que tu ne veux plus rien connaître sinon ce désir absolu de liberté et de création. Tu veux vivre vite, enregistrer plus vite. 1 heure, dis-tu. 1 heure devrait suffire pour enregistrer une chanson. J'en suis sûr, moi aussi je suis fait du même bois. Pas la peine de trop penser et de fournir des explications. La vie, écrit Ethel Adnam, se concentre à la surface de l'esprit. Soit elle accélère le temps, soit elle l'interrompt. Il n'y a qu'un monde, et c'est celui des sentiments, de la physique quantique. Il n'y a qu'une seule façon de se sentir vivant. C'est ce plaisir d'essence, qui fait de nous un peu plus que cet agrégat d'atomes sans autre existence concrète que le fait de se propager et d'interagir avec de nouveaux objets, qui remplit l'existant du début à la fin. Hors de cette voluptas, la vie n'est que battement d'un cœur qui cherche la lumière sans la trouver, ou qui la perd à mesure, en mesure, un cœur demeuré, cœur dégénéré rendu à sa tristesse d'origine, à la demi-obscurité, cœur défloré, s'abandonnant dans le marécage des sensations approximatives, dans le presque rien, dans l'attente oisive du grand oui de cet improbable amour qui descendrait sur nous. En son absence, nous, les moujiks, n'avons plus qu'à nous jeter sur ce qui passe de l'amour et défaire fébriles ces fascias, ces corsages qui entravent nos fougueux engouements, ce qui brûle en nous de haut en bas, jusqu'au bien nommé fascinum, notre membre viril, convoqué au château, l'amour qui passe. Car oui, c'est ainsi que nous faisons. Nous noyons les passions dans les poitrines, comme l'on noie les petits chats dans la crevasse. Je rêve éveillé, je t'écoute parler de cette malédiction française, de ce corps étriqué qui t'empêche de t'exprimer. Je me sens quand même obligé de te rappeler que ton double, lieutenant-général Murat, s'est aussi retrouvé acculé. C'était en 1812 en hiver, c'était bel et bien la Russie des moujiks. Il avait victorieusement mené la bataille de la Moskova, sa bataille de Moustango, mais insidieusement, le rapport de force était inversé. Les Cosaques le harcelaient tant il n'a rien trouvé de mieux que de se replier sur Vilnius. Oui, Vilnius, la capitale de la Lituanie, là où le vent finira par tout emporter, le 27 juillet 2003. Il n'a rien trouvé de mieux, Murat, que de fuir, de laisser en plan son armée et de regagner en hâte cette Italie qu'il rêve d'unifier à son profit. Lui, le parvenu qui sent les vents tourner en faveur de ces vieilles têtes couronnées qui retrouvent de leur superbe devant les difficultés de Napoléon. C'est le début de la fin, comme dans tes chansons où tout finit par se superposer, s'altérer, comme 2 films dont on aurait mélangé les bobines pour faire de la belle romance un spectacle incompréhensible et même scandaleux. Mais bon Dieu, elle va pas tout gâcher, le tremplin. Au fond, tout commence avec ce disque qui finit par sombrer et engloutir le futur, signant cet ordre de détachement qui va désormais planer sur toi. Une dette impayée au grand public que tu vas sans cesse repousser au loin, refusant d'honorer, jouant avec la grâce et la beauté de Lilith, jusqu'aux travaux
sur la RN 89, en passant par ta Hormina. Tout à ta façon, tout à l'obscurité, en berger du néant, en troupeau d'éternité. Le moujik a beau faire, recomposer ce qui veut follement tenir ensemble, c'est peine perdue. Comme l'écrit Séverine Daucourt, ce serait trop ces morceaux à ramasser. Il faudrait ne faire qu'un avec l'autre pour pouvoir recoller. Tu suggères de se tourner vers un amour imaginaire, impénétrable, hermétique, vers quelqu'un que l'on fréquente en rêve et qui nous rassure, nous assure, quelqu'un de formidable qui nous aime mais qui ne serait jamais là. Pas sûr que le public se satisfasse de cette façon d'aller et venir. Il t'attend sur l'ancrage, sur le réel. Il t'attend sur l'amour et sur le sexe, sur le détail de la chose avec ces mots de gros chat qui disent la convoitise, la lucidité que nécessite la passion. Mais avec toi, on le sait, ce sera encore une ellipse. Ellipse sur ellipse, et puis plus rien. Parce que le courage ne suffit jamais contre le mensonge. Parce que notre mensonge ne connaît pas de fin. Parce que quelque part, il existe un agenda secret qui va guider nos transports et notre foi. Parce que tout ça, en vérité, n'a aucun sens, et que oui, nous sommes bel et bien le jouet du temps. Un temps qui n'est pas une chose, une pierre que l'on pourrait retrouver à la même place le lendemain, mais plutôt un événement. Le monde, écrit le physicien Carlo Rovelli, n'est pas fait de choses, il n'est pas fait de réseaux de pierres, il est fait de réseaux de baisers. Alors peut-être que c'est ainsi que l'on pourra comprendre ton retrait vers l'intériorité. Pourquoi tu veux te couper du monde, te regarder de loin, comme dit la chanson de clôture de l'aventure du moujik, quitter tout, pour cette nappe de mélancolie qui rattrape le paysage, lorsque tout est dit, lorsque la promesse de durer devient une mauvaise idée, et que l'on préfère ne plus y penser. Tout est dit lorsqu'il ne reste plus qu'à regarder l'autre s'éloigner en silence dans ce présent qui soudain s'absente. Tout est dit lorsque ce n'est plus la peine de se retourner, ombré. Lorsqu'il faut rejoindre ce pays du conditionnel où le masculin peut laisser libre cours à son narcissique accablement. La plongée vers l'inconnu, vers le grand rien, le grand off de la sexualité, là où le cavalier s'évanouit dans le mouvement de ses songes, sans autre objet que lui-même, là où toi, Jean-Louis, tu voudrais maintenant voyager. C'est ce silence qui vient lorsque, érectile et bien bondé, le temps se fige dans ce caillou qui déchire les fragiles tissus de ton cœur et obture ton intérieur jusqu'à l'embolie fatale. Dernière métaphore pour dire que tu finiras bel et bien par mourir d'amour, d'un amour qui se comprime et coagule brutalement en toi. J'y repenserai toujours à cette rencontre rêvée, le 28 janvier 2002, et aussi ce 25 mai 2023. Il faisait beau ce jour-là, j'étais vraiment heureux de vivre. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu ton nom. J'ai vu qu'il était écrit que tu étais mort. Et de cette chose événement, je n'ai pas voulu. Je ne voulais pas. Et c'est peut-être tout ce qu'il me reste aujourd'hui de toi. Ce non-vouloir, ce laisser pour irréel. Cette relique que j'ai pliée dans le papier de mes songes et déposée dans mon cœur. Il est 10 heures à l'époque. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de ce petit bouquin que je vous recommande, Full Romaine, Antoine Couder, édité chez Le Boulon. On arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, voilà, on va faire une expérience, puisque Jean-Louis, je ne vous l'avais pas dit, mais il est là. Il nous écoute. Mais alors, il ne peut pas nous parler, parce que c'est la loi du genre. Hein. Quand on s'en va, quand on va dans l'autre monde, on ne peut pas parler avec l'ancien. Mais il écoute, il a le droit d'écouter. Alors voilà. Qu'avez-vous à lui dire ? Est-ce que j'aimerais bien que vous lui disiez qu'il puisse entendre comme ça, puisqu'il est au-dessus de nous là, il nous écoute. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez à lui dire, vous qui ne l'avez jamais rencontré ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai à lui dire à Jean-Louis ? Je crois que je le dis un petit peu dans mon livre, hein, dans le chapitre où je fais un entretien imaginaire avec lui. C'est-à-dire que Oui, c'est un beau passage. Hein, ouais, c'est ça. Hein, donc je le renvoie un peu de manière. Alors comment s'appelle comment s'appelle ce chapitre ? Ça s'appelle Un rêve de moujik. C'est ça. Un rêve de moujik. Oui, c'est ça.
Je voulais lui dire... Non, j'aurais plein de choses à vous dire. Moi, Jean-Louis, j'aurais plein de choses à vous dire. Parfois, je vous comprends parfaitement bien. Par exemple, je comprends parfaitement ce qu'est un moujik, la manière dont vous en parlez. Puis parfois, je pense que je délire total, hein, c'est-à-dire... je pars avec ma propre histoire, mes propres souvenirs, et puis je vous cannibalise. Bon, j'essaie de rendre un petit peu de la monnaie de ma pièce, j'essaie d'ajouter de la valeur à ce que je fais, c'est-à-dire que je suis tombé sur vous, pas tout à fait par hasard, parce qu'il y a quand même cette rencontre auvergnate imaginaire. Enfin, imaginaire, j'étais enfant et vous étiez pas très loin. J'ai été un grand amateur de vos disques, et je pensais pas je pensais pas que ça irait si loin entre vous et moi, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de lui dire. Je pensais pas que j'irais si loin avec vous. Je pensais pas que ça irait à ce point là, parce que là quand même j'ai d'autres projets justement aujourd'hui autour de lui, et du coup je pensais pas que nos destins seraient à ce point liés. Il aurait aimé votre livre? Ah, je pense que oui. Ah, il faut dire les choses. Ah, je pense qu'il aurait aimé, oui, ça l'aurait fait marrer, c'est sûr. Il aurait aimé le côté, je pense, pas dans la inattendu, juste pour ça, quoi, je pense. Mais après, bon, c'est des trucs qui l'auraient énervé, ça, j'en doute pas. Hein. Mais ouais, je pense que ça lui aurait pas déplu. Hein. Bon, je pense pas qu'il en aurait fait l'éloge, hein, mais après, c'est pareil. Hein, il a rarement parlé des gens qu'il aimait, hein, c'est plus quelqu'un qui rend hommage. Hein, il rend hommage. C'est un autodidacte, hein, Jean-Louis Bergeau. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait pas qu'on oublie qui sont les gens importants. Donc, il est vite ombrageux si on oublie de rappeler qui sont les gens importants et ceux qui ne le sont pas, et dans le respect. Mais c'est pas quelqu'un qui va faire l'éloge comme ça, hein, ou alors il le fera. Alors voilà. Il n'y a pas d'hypocrisie, quoi. Il fait l'éloge des héros hollywoodiens, comme moi finalement. Hein. Il aime Michel Strogoff, j'imagine. Il aime Buck Jones. Il aime David Crockett. Qui sont des personnages réels, mais qui sont quand même aussi des personnages imaginaires. Un peu, hein, enfin, qui ont constitué notre imaginaire. Il aime les aventuriers. Voilà, donc moi je suis pas un aventurier, enfin je suis un aventurier de l'esprit. Donc c'est peut-être là où nos chemins se séparent, c'est-à-dire que c'est un plus grand cavalier que moi. Merci en tous les cas, cher ami, cher Antoine, pour ce grand moment qu'on vient de passer ensemble. Merci beaucoup, Michel. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et bien sûr, et puis on remercie bien sûr Christine et le groupe, hein, puisque c'est le magazine du groupe en fait, Jean-Louis Murat, l'histoire continue. Et donc, dès que vous avez envie de revenir, vous contactez Christine et puis on refait une émission, il n'y a pas de souci. Alors, bon, c'est super. Merci Antoine et à très bientôt. Ok, à très bientôt. Merci Michel. Je vous laisse en compagnie de Mathilde pour son émission Poursuite triviale. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission normale, mais normale finalement. Oui, hein? Bon, on verra. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée le dimanche entre 16 et 17h et en podcast dès demain. Et disponible sur ma chaîne YouTube dans 15 jours. Vous tapez Butin Michel, Butin B-U-T-I-N, Michel. À la semaine prochaine, je vous aime, bye bye, salut! Oh, voilà l'amour qui passe, les magnifiques chevaux. Non, c'est l'amour qui passe au galop. Oh, voilà la nuit qui passe sous son grand manteau. Non, c'est l'amour qui passe, convoqué au château. Oh, aime-moi, mais mon souffle court ne vient pas te dérober.
dernier. Non, c'est l'amour qui passe, qui vient vous décoiffer. Oh, les lions qui passent, allez-vous nous y jeter? Non, c'est l'amour qui passe, qui vient nous dévorer. Aime-moi, mais mon souffle court ne vient pas te dérober. Oh, aime